Après son départ, on me reconduisit dans le Mirador. Là, j'essayais d'imaginer ce qui pourrait m'arriver. Je conservais l'espoir que tout cela finirait bientôt et me mit à songer au passé. Auparavant, j'étais heureux de vivre, malgré ce que je voyais des horreurs de la guerre. Mes parents me les cachaient autant que possible. La tendresse dont ils m'entouraient m'évitait de trop souffrir de ce que je voyais. Je me faisais une autre image de la vie et des hommes, croyant que l'on pouvait vivre heureux et s'aimer les uns les autres. Il me fallut pas longtemps pour comprendre que tout cela n'était qu'imagination d'un enfant inconscient de la réalité. Dans cette caserne, mon illusion allait me quitter rapidement. Les traits aux murs, les réseaux de barbelés piégés, les sentinelles ne protégeaient pas seulement ce lieu. Ils empêchaient surtout de voir de l'extérieur ce qui s'y passait. Celui qui entrait là devait abandonner tout ce qui avait fait l'honneur et la dignité d'un homme, renoncer à tout droit, à toute justice. Il y pénétrait nu. Il devait s'attendre à subir insultes, sévices, tortures et les pires indignités. Qu'il fût innocent ou coupable. En ces lieux, chaque responsable pouvait en effet appliquer ses propres lois et ses propres méthodes, sans se soucier de ce qu'il advenait de sa victime, du moment qu'il obtenait les renseignements recherchés. Ces individus ne distinguaient ni le bien ni le mal. Toutes les méthodes étaient bonnes. Ils considéraient les hommes qu'ils torturaient et tuaient comme sans valeur ni droit, et les traitaient comme des bêtes indésirables. Voilà la réalité que j'ai vue après peu de temps passé dans cette caserne, au contact de bourreaux, assoiffés de sang et de désir de voir souffrir. Enfermé presque jour et nuit, je ne sortais du Mirador que pour les repas, 3 fois par jour en tout. Ne recevant pas de nouvelles et n'étant pas non plus interrogé, je me demandais avec angoisse ce qu'on allait faire de moi. Au repas, j'entrevoyais une vingtaine de prisonniers. Bien que couverts de traces de torture, certains fussent méconnaissables, j'en reconnus quelques-uns. Je remarquai aussi la présence de 2 garçons de 16 ans que je connaissais et que les Français avaient arrêtés et gardés depuis plusieurs mois. Ils s'occupaient de la vaisselle et du nettoyage de la cuisine. La surveillance du gardien m'empêchait de leur parler. Un jour cependant, alors que ce dernier me tournait le dos, je pus m'adresser à l'un d'eux et lui demander s'il y avait beaucoup de prisonniers. Il me répondit qu'il y en avait une quarantaine. Par la suite, je pus constater qu'il y avait 2 sortes de prisonniers. Ceux qui subissaient interrogatoires et tortures tous les jours, et ceux qui, sortis vivants de ces interrogatoires, devaient alors travailler à la caserne. Les plus résistants parmi ceux-ci accompagnaient les Français dans les opérations, portant du matériel. J'étais dans le Mirador depuis une semaine, lorsqu'un jour, en allant à la soupe, je croisai le capitaine que je n'avais plus revu depuis le premier jour. À ma vue, il s'approcha et me demanda de mes nouvelles par l'intermédiaire de mon gardien qui parlait français. Je lui répondis que l'isolement qu'on m'infligeait m'était très pénible et que je ne pouvais pas le supporter. Après un instant de réflexion, il m'emmena dans son bureau et me proposa de coopérer avec lui, me disant « On ne peut plus te relâcher ». Et il m'expliqua pas pourquoi. Et continua « Mais je m'occupais de toi. Je te propose de travailler à la cuisine de façon que tu sois mieux traité. Tu y mangeras à ta faim et on te laissera tranquille, à condition que tu sois sage et que tu ne fasses pas d'idiotie. »
Plutôt que de continuer à pourrir dans mon mirador, je préférais travailler et accepter donc. Cette semaine que je venais de passer m'avait semblé plus longue que les 13 années que j'avais déjà vécues. Je fus alors conduit au magasin d'habillement où l'on me vêtit d'un vieux treillis. Au mess travaillaient 2 soldats français, le cuisinier et le serveur. Aucun ne parlait arabe. Le premier jour, je ne fis que regarder. Par la suite, par gestes, ils me montrèrent ce que je devais faire. Ils étaient chargés de me surveiller. Aussi devais-je rester constamment avec l'un ou l'autre. Je passais la nuit dans la baraque où logeaient les 2 garçons de la cuisine que je connaissais. Ils n'étaient guère mieux installés que moi dans mon réduit. Ils disposaient de vieux tapis dans lesquels ils s'enroulaient la nuit. On m'enfermait dans la baraque le soir après la vaisselle et venait m'y chercher vers 6 heures le matin. Je pus dès lors parler librement avec ces 2 garçons. J'appris qu'ils étaient là depuis quelques mois déjà et qu'on leur avait fait subir à leur arrivée le même traitement qu'à moi. Je leur donnai des nouvelles de leur famille et du village, et eux me donnèrent des conseils sur la façon dont je devais me comporter. Grâce à leurs recommandations, je fus déjà, au bout d'une semaine, moins surveillé. Les 2 soldats du mess se comportaient correctement avec moi. Je travaillais comme eux et mangeais avec eux. Ils ne m'exploitaient pas. L'un même s'attacha à moi. Il me parlait et essayait de m'apprendre le français. Les jours où la compagnie sortait en opération, il y avait peu de monde au mess. Dès que les 4 ou 5 gradés qui restaient à la caserne avaient mangé, ce serveur français m'emmenait dans un potager où il y avait toutes sortes de fruits et de légumes. Nous restions des heures à regarder ce jardin bien fleuri et planté d'arbres, et à y goûter le calme et la fraîcheur de leur ombre, sous laquelle l'un et l'autre plongeaient dans nos rêveries, oubliant que l'un était le prisonnier de l'autre, ainsi que notre impossibilité de communiquer ensemble. Mais un sourire suffisait à nous faire comprendre nos sentiments réciproques. Après ces heures agréables, nous retournions travailler à la cuisine. Ce jeune homme s'appelait Daniel. En une dizaine de jours, il devint pour moi un excellent ami, le seul que j'eus en cette période. Il m'indiqua les gradés dont il fallait que je me méfie et m'expliqua que je devais avoir l'air de travailler lorsqu'ils apparaissaient. Au mess, je voyais constamment les cadres. Le capitaine, quand il s'y trouvait, venait me voir à la cuisine. De temps en temps, il m'emmenait faire un tour dans la caserne. Nous croisions des prisonniers que parfois je connaissais. Je n'osais pas les regarder en face, car je savais que, me voyant vêtu en militaire et marchant aux côtés du capitaine, ils me considéreraient comme un traître. Après avoir travaillé 1 mois au mess, j'eus la liberté de me promener seul dans la caserne. J'allais très souvent au jardin, où j'étais devenu l'ami du jardinier, prisonnier lui aussi. Je l'avais bien connu autrefois au village. Il y passait sa retraite. C'était un Arabe d'une 50aine d'années, ancien officier de l'armée française, lieutenant, décoré de la Légion d'honneur après 30 ans de service, et qui parlait couramment français. Avant de devenir responsable du jardin, il avait passé une année entière en cellule. Maintenant, il était relativement privilégié, au contraire des autres prisonniers. Il pouvait acheter des cigarettes et il mangeait à sa faim. Il passait ainsi sa retraite dans ce milieu militaire qu'il avait toujours connu, mais jamais en tant que prisonnier. Le fait d'avoir servi fidèlement dans l'armée française pendant 30 ans, d'avoir fait la guerre pour la France
d'avoir connu des heures de gloire et de promotion, d'avoir été récompensé par une haute distinction militaire et de s'être retrouvé torturé et avili par cette même armée l'avait fait beaucoup réfléchir. Son visage était devenu très pâle. Il ne souriait plus jamais. Avant de prononcer un mot, il prenait un temps de réflexion pour bien mesurer ses paroles. Bien des soldats français et arabes aimaient venir le voir et parler avec lui. Quant à moi, j'allais chaque jour passer plus d'une heure en sa compagnie. Il parlait de son passé, de son expérience, de la vie militaire, et me répétait « Ne t'engage jamais. Il vaut mieux rester prisonnier toute sa vie que devenir soldat. Le soldat est amené à commettre bien des crimes et à provoquer bien des souffrances. N'accepte jamais ce métier. » Parfois, quand nous disposions d'heures libres, pendant le travail, sous prétexte d'aller ramasser des légumes, j'allais le voir avec Daniel, qu'il aimait bien. Il faisait l'interprète entre nous deux. Nous parlions très librement de la guerre, des prisonniers. Nous ressentions les choses de la même façon. Nous nous entendions parfaitement. Le FLN et les habitants du village prenaient cet ancien militaire arabe pour un traître. En effet, les prisonniers qui avaient été relâchés, et il y en avait de temps en temps, parlèrent au village de ce vieux monsieur jardinier qui avait une relative liberté et conversait souvent avec les militaires. Ils en conclurent qu'il coopérait avec l'armée, ce qui était strictement faux. Tout le monde au village avait entendu ce bruit et y croyait. Personne n'avait été témoin de l'année qu'il avait passée en cellule. Ce vieil homme savait fort bien que s'il sortait un jour, il aurait des ennuis avec le FLN. Il n'en parlait souvent parce que j'étais dans le même cas. Pour ma part, un mois après mon arrestation, la plupart des gens du village croyaient que je m'étais rendu volontairement à la caserne et avais dénoncé mes camarades. Je l'apprenais de nouveau aux prisonniers, que j'interrogeais sur le village. On pensait la même chose des 2 garçons employés à la cuisine. Le vieux jardinier avait 2 jeunes fils qui venaient le voir 2 fois par semaine et lui apportaient des vivres avec des cigarettes. Ils venaient de nuit, très tard le soir, de façon que personne au village ne les vit venir à la caserne et y entrer. Ils risquaient en effet d'être dénoncés au FLN, qui assurément les aurait tués. Le lendemain de ces visites, le vieux jardinier sortait de sa poche une partie des vivres apportés par son ses fils et nous les donnait malgré nos protestations. De notre côté, nous lui donnions savon et cigarettes. Nous étions de grands amis. Cela dura plus d'1 mois et demi.